Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Merci à la Ligue des droits de l'homme, au comité de vigilance aussi contre l'extrême droite, parmi beaucoup d'autres collectifs qui se sont créés. Et voilà, c'est là il faut garder un peu d'espoir quand même. Donc effectivement, moi je suis politiste, spécialiste de l'analyse des comportements électoraux à Avignon. Voilà, je vais juste vous dire un petit peu en deux mots. Peut-être pour faire un peu la distinction à ce que vous pouvez entendre comme analyse dans les médias et puis ce qu'on peut faire quand on fait des sciences sociales, juste rappeler la manière dont on travaille en fait. Moi, je réalise plutôt des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire des enquêtes par entretien auprès des lecteurs, des lectrices de l'extrême droite, mais pas seulement, parce que la porosité avec la droite est aujourd'hui évidente, donc aussi avec des électeurs et des électrices de droite pour comprendre les va-et-vient entre les différentes formations politiques. Et en fait, j'ai commencé mes premières enquêtes en 1998. Et j'ai suivi des gens de manière régulière, des personnes que je revois, que je retrouve. Je travaille sur les itinéraires électoraux pour essayer de voir justement est-ce que ce vote est constant ou est-ce qu'il est très inconstant comme les autres votes. Enfin, on y reviendra, on aura l'occasion d'en parler. Et puis je travaille plus particulièrement sur des terrains localisés, c'est-à-dire essentiellement, évidemment la région PACA, le Vaucluse, mais surtout Avignon, qui est une commune que j'ai investie depuis une dizaine d'années maintenant. Et on travaille notamment à l'échelle des bureaux de vote, donc une échelle très très fine en fait, pour essayer de comprendre aussi quels sont les mouvements sur les bureaux de vote et comment on arrive à comprendre aussi les comportements électoraux. Et puis quand on travaille de cette manière-là, pendant très longtemps, en fait, les scores du FN puis du RN n'ont pas beaucoup bougé, alors qu'on nous expliquait qu'il avait une croissance inexorable. Donc voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur ce que les travaux de sciences politiques nous permettent de comprendre, en fait, de ce vote-là. Et peut-être vous dire qu'ils sont très abondants, ces travaux, depuis 25 ans. On peut regretter effectivement qu'on n'en fasse pas plus. Mais ils convergent tous pour dire combien comprendre le vote RN, c'est d'abord ne pas regarder que lui, mais c'est surtout déporter le regard aussi pour regarder ce qui se joue autour. Et je vais revenir là-dessus. Et je le dis d'autant plus qu'intervenant depuis 25 ans maintenant sur ce sujet, je me questionne quand même sur cet objet extrême droite, qui est devenu pour beaucoup un business, pour celles et ceux qui, pour la promouvoir, l'analyser ou la dénoncer, en font parfois un fonds de commerce aussi, donc je m'inclus complètement là-dedans, mais je suis de ceux qui l'analysent de manière un peu désespérée aussi, en se disant mais finalement tout ce qu'on produit depuis des années, quels effets ça a effectivement sur le fonctionnement politique, social, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est quand même pas réjouissante. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, pourtant, on a tout ce qu'il faut pour comprendre où on en est de ce vote-là. Alors, au-delà de la banalisation de cette préférence politique que les acteurs médiatiques et les acteurs politiques ont dangereusement contribué à installer, moi, je voudrais attirer l'attention quand même sur l'institutionnalisation de cette force politique qui me semble quand même beaucoup plus inquiétante. Parce qu'en fait, l'extrême droite, elle n'est pas aux portes du pouvoir, elle est déjà au pouvoir de manière assez nette. On est un peu aveuglé par la forte personnalisation de la vie politique et puis une 5e République qui nous fait penser que tant qu'ils n'ont pas la présidence de la République, ils ne sont pas au pouvoir. Mais quand même, c'est se bercer un peu d'illusions et je pense quand même qu'il faut revenir sur des choses auxquelles on s'est habitué, mais qui n'ont pas toujours été là quand même. Donc le RN occupe quand même aujourd'hui le 3e groupe au Parlement européen, le groupe Patriotes pour l'Europe. Donc 29 des 84 députés sont au Rassemblement national. Et Jordan Bardella est à la tête de ce groupe-là. Pour mesurer les effets de cette institutionnalisation, et notamment ce qui se joue dans les couloirs du Parlement européen, parce que c'est souvent là en fait que les comportements s'institutionnalisent aussi. Je vous renvoie aux travaux d'Estelle Delaine, qui a publié un ouvrage l'année dernière qui s'appelle « À l'extrême droite de l'hémicycle, le Rassemblement national au cœur de la démocratie européenne ». Et on voit très très bien comment les autres forces politiques s'habituent aussi à la présence du Rassemblement national dans les couloirs du Parlement. Le RN compte à lui tout seul 123 députés à l'Assemblée nationale. Alors pareil, on s'habitue, mais quand même rappeler que c'était 8 en 2017 et ça a été 0 pendant des décennies. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui a toujours existé. Et à ces députés-là s'ajoutent aujourd'hui 16 UDR, Union des droites pour la République, qui n'a pas de scrupule en fait à faire l'alliance avec l'extrême droite. Et puis ils sont parvenus à faire voter un texte de résolution, vous l'avez vu ces derniers jours, dénonçant l'accord franco-algérien de 68 issu des conditions de l'indépendance de ce pays.
ils l'ont fait avec le soutien des Républicains et avec le soutien d'Horizon. Donc c'est quand même des choses qu'il faut garder à l'esprit. Et puis l'extrême droite, en fait, occupe des places dans les exécutifs locaux de longue date. Pour rappel, encore une fois, parce que quand on fait des sciences sociales, on remonte toujours un petit peu plus loin. La droite, dès les municipales de 1983, à Dreux, fusionne avec la liste FN pour arriver au pouvoir. Et puis aux élections régionales de 1986, parce que la région PACA est toujours en pointe, Jean-Claude Gaudin s'allie avec l'extrême droite pour prendre la direction de la région. Et c'est la même chose pour Jacques Chaban-Delmas en Aquitaine. Et puis elle est aujourd'hui à la tête d'une dizaine de municipalités. Alors beaucoup dans notre région, évidemment, mais aussi ailleurs, Fréjus, Le Pontet, Hénin-Beaumont, Perpignan. Alors moi, je vais essayer de revenir un petit peu préalablement sur quelques précautions, peut-être, avant d'aborder les déterminants de ce vote, puisqu'on m'a demandé d'intervenir sur cette question. Et je ferai ça pour mieux insister sur la nécessité de ne pas regarder seulement ce vote, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, j'ai l'habitude de dire, on va essayer de ne pas regarder que sous le lampadaire, mais on va essayer de regarder un petit peu ce qui se joue aussi autour, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est de cette inexorable progression, puisqu'on nous dit que de toute façon c'est fatal, on va arriver à la victoire de ces partis-là. Et je mets quand même le terme inexorable entre guillemets, parce que ce vote, il se voit d'autant mieux que les autres électorats se démobilisent ou se reportent sur lui, parce que premier enseignement, c'est que le RN ne fait pas baisser l'abstention. Il mord sur des clientèles électorales qui votaient autrefois pour d'autres partis, mais en fait, il n'inverse pas la tendance d'une abstention majoritairement croissante quand même depuis une quarantaine d'années. Alors si on retient l'exception de 2024, mais les gens qui sont allés voter en 2024, ce n'est pas essentiellement ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, on aura l'occasion d'y revenir. Alors quelques précautions peut-être qu'on peut donner et qui sont issues des travaux de sciences politiques. Première précaution, l'électorat du Rassemblement national n'est pas homogène. On a l'habitude de dire que c'est un conglomérat électoral qui, pour le dire un peu vite, oblige à raisonner en flux plutôt qu'en stock, d'accord ? C'est-à-dire que le Rassemblement national n'a pas un stock d'électeurs qui voteraient pour lui de manière fidèle à toutes les élections. Et ça, c'est un peu l'illusion qu'on a quand on fait des commentaires en disant, finalement, ils ont de plus en plus de votants. Sauf que ce n'est pas toujours les mêmes, et qu'il y a des mouvements qui sont quand même très très forts, que ça fait partie des électorats qui restent quand même les plus volatiles, et ça va un peu contre les idées reçues. Et quand on travaille depuis longtemps sur cette préférence électorale, on peut en mesurer l'inconstance, la fluidité, les irrégularités, et je vous dis, cette forte volatilité. En fait, aujourd'hui, il est sur ses bases électorales, mais sa progression, elle se fait sur les électorats essentiellement de droite. Et ça, il ne faut quand même pas le perdre de vue, c'est-à-dire des gens qui votaient autrefois pour d'autres formations politiques que le Rassemblement national, mais j'y reviendrai. Donc le noyau dur de votants fidèles, en fait, au Rassemblement national est très difficile à déterminer, et je le dis d'autant mieux que quand on vous parle de report de voix, vous savez, entre les deux tours, les gens qui ont voté de cette manière-là au premier tour, ils vont forcément voter au deuxième de cette manière-là. D'abord, on n'est absolument pas sûr que les gens qui ont voté au premier vont voter au deuxième, que ça soit les mêmes, et puis que les reports se fassent exactement comme on pense qu'ils vont se faire. Et ça, c'est le problème des enquêtes par sondage, qui en fait ne prennent pas en compte l'abstention. Et l'abstention, elle est majoritaire aujourd'hui. Elle est majoritaire, et surtout l'abstention intermittente est majoritaire. Alors c'est quoi l'abstention intermittente ? C'est des gens qui votent et puis qui des fois ne votent pas. Et puis c'est des gens qui votent pour certaines formations, puis qui des fois votent pour d'autres. Donc en fait, quand on dit qu'il y a des reports qui se font, on n'a aucune certitude sur le fait que ces électeurs sont les mêmes. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une audience de ce parti, on reviendra sur les raisons pour lesquelles il a cette audience-là aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ne signifie pas qu'il a un noyau de fidèles qui voteraient toujours pour lui. Et c'est important quand même dans la manière dont les partis s'installent aussi dans le paysage politique. Alors évidemment, il a un vivier électoral aujourd'hui potentiel d'à peu près 40%, c'est ce qu'on a vu lors des dernières élections européennes notamment. Et on pourrait se dire que si notre président de la République avait été bien conseillé, et j'imagine qu'il doit l'être un petit peu, il n'aurait pas déclenché des législatives derrière, à un moment où le Rassemblement national était dans la fourchette la plus haute de ses résultats électoraux. C'était suicidaire de le faire, et on ne peut pas imaginer qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, très honnêtement.
Donc dans cet état du rapport de force, effectivement, il arrive à mobiliser 40% du corps électoral. Donc il ne faut pas sous-estimer le potentiel électoral de ce parti, évidemment, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on serait passé de ce que l'on appelait dans les années 80 un vote de protestation à aujourd'hui un vote d'adhésion. D'accord ? Ça reste un vote de protestation de manière très majoritaire, et quand on fait des entretiens avec des électeurs et des électrices du Front National, c'est un vote désillusionné. C'est-à-dire que ces gens-là n'adhèrent pas à un projet. Il n'y a pas de projection sur un avenir. Ils déplorent un État, ils sont en réaction par rapport à des choses qui ne leur conviennent pas, pour des raisons diverses sur lesquelles on reviendra, mais ils n'adhèrent pas à quelque chose de positif. D'accord ? Donc on sait très bien que quand il n'y a pas des formes d'adhésion à des projets positifs, en fait, on ne construit pas de la socialisation militante, on ne fait que stimuler de la protestation. Mais bon, on reviendra sur les raisons de la protestation. Troisième enseignement de la science politique, peut-être aussi pour déconstruire un peu les idées reçues, c'est que le vote est un acte collectif. Il faut quand même le garder à l'esprit, d'accord ? Ça nécessite effectivement, quand on va voter, d'avoir des effets d'entraînement qui se mettent en place. Et on le voit tous, on va voter, on discute avec les gens autour de nous, les gens n'ont pas envie d'y aller, allez vas-y, quand même il faut y aller, si tu dois y aller. Et on arrive à entraîner des gens dans nos environnements qui vont aller voter. On ne vote pas tout seul en fait, d'accord ? Ce n'est pas un vote de personnes isolées, le vote pour le Rassemblement national. C'est le vote de gens qui se sont convaincus collectivement au moment des élections que le meilleur choix, c'était sans doute celui-là, ou le moins mauvais, on reviendra là-dessus. Donc ça signifie qu'on ne vote pas tout seul pour ce parti, on vote en famille, on vote en couple, on vote dans les collectifs dans lesquels on vit. Et quand vous avez une force politique qui occupe le terrain politique, comme le fait le Rassemblement national dans nos territoires depuis de longues années, finalement, ce n'est pas si problématique d'aller voter pour une liste RN. Parce qu'au municipal, on connaît le fils de quelqu'un qui est sur la liste, et puis bon, il n'est pas méchant, donc ce n'est pas grave. Donc il y a une forme comme ça aussi d'installation dans les collectifs de vie, qui fait que finalement, ça devient la force pour laquelle on peut voter. Et ça, on l'a très bien vu. Alors moi, j'ai travaillé sur les élections de 2017, notamment la présidentielle, et c'est majeur, essentiel dans le basculement des électorats de droite, c'est qu'au deuxième tour de la présidentielle en 2017, François Fillon n'est pas qualifié, et les électeurs de droite se trouvent orphelins de candidats. Et les électeurs de droite, ils votent. Ce sont les plus civiques, en fait. Ce sont les catégories de la population qui vont voter de la manière la plus systématique. Et il a fallu choisir. Il a fallu choisir au deuxième tour entre Macron et Le Pen. Et effectivement, il s'était convaincu depuis le début de la campagne que Macron était un bébé Hollande qui venait du Parti socialiste. Donc ils se sont retrouvés dans ce conflit, on va dire, de se dire mais finalement au deuxième tour on vote pour qui ? Donc une partie s'est reportée sur Macron en essayant de se convaincre que finalement c'était sûrement un choix de droite, mais il y a quand même une partie des gens qui avaient pris l'habitude aux élections locales depuis 10-15 ans d'aller voter de temps en temps pour le Rassemblement national, ils se sont convaincus que Marine Le Pen c'était le choix de la droite en fait. Mais ça s'est fait dans les familles, ça s'est fait dans les gens qui en fait discutent entre eux, et finalement on se dit mais la vraie droite ça devient aussi le Rassemblement national. Donc ça c'est important quand même de comprendre qu'on va voter parce qu'on est entraîné, et on va voter aussi parce qu'on y trouve son compte collectivement. Donc voilà, ce n'est pas le vote de personnes qui seraient isolées et coupées aussi de sociabilité. Parmi ces entourages-là, il faut être attentif, et c'est le sens des travaux qu'on mène de manière un peu localisée. Alors peut-être vous connaissez les travaux de Félicien Faury, qui a publié un ouvrage l'année dernière, des électeurs ordinaires, et puis d'autres chercheurs, Nicolas Lebourg mène des travaux aussi sur le sud-ouest. Il faut accorder une importance au contexte secondaire. C'est-à-dire les entourages amicaux, les entourages professionnels, les entourages de voisinage. C'est pour ça que c'est important quand le RN va pénétrer le milieu syndical. C'est important quand il va pénétrer le milieu associatif. Parce qu'en fait, il va créer des sociabilités dans des espaces où il y en a parfois plus. Et il peut peut-être aussi ramener vers lui des gens dont le premier aliment n'est pas politique en fait. C'est parce qu'à un moment donné, il se crée de la sociabilité à un endroit et qu'ils viennent agréger ces clientèles-là. Donc il faut toujours réancrer en fait ce choix dans les espaces politiques et notamment locaux qui permettent de le comprendre. Bon, une fois qu'on a pris ces précautions-là, que sait-on des déterminants sociaux de ce vote ? Alors si on revient sur les déterminants classiques, ceux qu'on utilise en sociologie électorale, on travaille évidemment sur les milieux auxquels appartiennent les gens, donc on pourrait dire la classe sociale ou le milieu social. Voilà, le sexe, effectivement, le diplôme, voilà, c'est des variables qu'on utilise pour essayer de comprendre comment se distribuent les différents électorats. Alors,
quand on regarde un petit peu le milieu dont viennent les électeurs et les électrices du Rassemblement national, dans les commentaires électoraux, depuis, on va dire, le milieu des années 90, parce que c'était bien de se convaincre que finalement, les gens bien ne votaient pas pour cette formation politique, on a beaucoup entendu que finalement, il se développait un gaucho-lepénisme, hein, c'est-à-dire des électeurs et électrices qui autrefois votaient pour les partis de gauche et qui se seraient convertis à la préférence du Front National et après du Rassemblement National. Alors là-dessus, très honnêtement, les analyses localisées que l'on mène, alors celles de Félicien, les miennes sur les territoires du Sud-Est, rappellent que le socle électoral du RN ne se réduit absolument pas à sa composante ouvrière. Et quand on vous dit Marine Le Pen, enfin le RN, c'est le premier parti ouvrier de France, il faut déjà rappeler qu'un ouvrier sur 2 ne vote pas. Déjà. Donc en fait, c'est pas Marine Le Pen, elle est celle qui va peut-être démobiliser un petit peu moins les ouvriers, c'est tout, mais par contre les ouvriers, c'est quand même 1 sur 2 qui ne votent pas. Et après, c'est qui sont les ouvriers aujourd'hui ? D'accord ? Quand on regarde la catégorie ouvrière aujourd'hui, un ouvrier, c'est plus l'ouvrier d'usine qui reste 40 ans dans une boîte. Aujourd'hui, il y a de la précarité, il y a des statuts très différents, il y a de l'intérim, il y a des temps partiels, il y a des gens... Donc, en fait, on n'est pas du tout ouvrier de la même façon, selon les territoires sur lesquels on vit, selon le contrat que l'on a. Et puis, ouvrier, employé... Voilà, quelle est la frontière entre les deux, c'est très difficile. Donc ça, c'est des raccourcis en fait qui permettent pas du tout de comprendre finalement quelles sont les catégories qui... en fait, c'est des catégories très hétérogènes et il faut quand même expliquer que le RN a toujours recruté auprès des employés, auprès des artisans et des commerçants. Historiquement, c'était un électorat qui votait pour lui, auprès des professions intermédiaires, auprès des petits retraités, d'accord ? Donc en fait, c'est 31% quand même des classes dites moyennes qui votent pour ce parti. Donc pas les plus précarisés, pas les plus défavorisés, et c'est particulièrement net sur le territoire sur lequel on est. Moi, le territoire sur lequel je travaille, c'est-à-dire le Sud-Est, en fait, les classes populaires, on va mettre la grande catégorie des classes populaires, en fait, c'est des classes moyennes, d'accord, qui travaillent, qui ont l'impression, en fait, qu'elles payent trop d'impôts, et qu'elles ne bénéficient pas de la redistribution sociale et que en fait, l'argent qu'ils donnent est destiné à d'autres populations. C'est d'abord ça. Mais on a très peu de gens qui sont dans des situations de précarisation, de chômage, etc. parce que ces catégories-là, en fait, elles ne votent pas. Ça, c'est l'abstention qu'on peut objectiver. C'est d'abord une abstention sociale. Les catégories les plus précarisées sont d'abord des catégories qui ne votent pas. Si on regarde ensuite le niveau de diplôme, alors là, c'est à peu près la seule variable qui tient encore. C'est-à-dire celle qui permet de différencier l'électorat du RN des autres électorats. C'est ce qui... on voit très très bien que moins on a fait d'études, plus la probabilité de voter pour le RN est forte. Et c'est un rapport de 1 à 3, selon qu'on soit diplômé à bac plus 5, ou qu'on n'ait pas le bac. Après, là, c'est encore pareil. Il faut regarder, est-ce qu'on est dans des formations générales, est-ce qu'on est dans des formations professionnelles. Voilà. Là, il y a des nuances encore qu'on peut introduire quand on travaille aussi sur ces électorats. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils grignotent quand même. Ils grignotent sur les catégories. Et on va voir les raisons pour lesquelles ils grignotent aussi sur les catégories diplômées. On verra de quelle manière. Mais en tout cas, ça reste une des variables qui tient en fait dans la différenciation de cet électorat avec les autres. Parce que jusqu'à présent, quand même, la mobilisation des élites est resté jusque-là le principal frein à la progression de l'extrême droite. Elle ne votait pas majoritairement pour ce parti. Et c'est peut-être là que les motifs d'inquiétude doivent être les plus vifs, parce que je parlais de l'institutionnalisation tout à l'heure, mais au-delà, vous avez aujourd'hui des élites médiatiques, des élites économiques, qui en fait n'ont pas trop de réticence à envisager de pouvoir éventuellement s'accommoder d'une extrême droite au pouvoir. Et là, il faut bien se rendre compte, et là, les travaux des historiens nous le montrent. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Joanne Chapoutot notamment, sur le nazisme, mais si vous allez lire ces travaux-là, ils vous montrent très très bien que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ce n'est pas un accident en fait. Ce n'est pas la faute à pas de chance, d'accord ? C'est juste des gens avec des intérêts bien définis, des dominants qui comprennent très très bien que c'est là qu'il faut jouer pour faire valoir ses intérêts. Et on est dans cette situation aujourd'hui. Et ça, c'est, de mon point de vue, beaucoup plus inquiétant que les électeurs qui vont voter pour ce parti. Parce que les électeurs, oui, effectivement, à la faveur d'une élection très abstentionniste, le RN peut être juste un peu au-dessus et ça suffira en fait. Et ça suffira pour qu'il soit qualifié et bien qualifié. Et derrière, par contre, il aura le soutien des élites économiques et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, mais cette variable diplôme, elle tient encore un peu
et c'est sans doute là, alors après on pourra revenir sur les questions d'éducation, évidemment, d'instruction, d'université, d'enseignement supérieur, si vous voulez, on pourra en parler, mais il y a un frein là majeur en fait à la progression de l'extrême droite et il ne doit pas être abandonné. Si on prend ensuite le sexe, le genre, les femmes constituent aujourd'hui en France 53% de l'électorat global, donc elles sont plus importantes numériquement que les hommes, mais elles votent aujourd'hui dans des proportions identiques pour le Rassemblement national. Alors là encore on s'habitue, mais il y a pu y avoir jusqu'à 7 points d'écart quand même entre les femmes et les hommes par le passé, et les travaux des politistes montrent que si seules les femmes avaient voté en 2002, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas été qualifié pour le deuxième tour, d'accord ? Donc à ce moment-là, il y avait un différentiel assez significatif, alors entre les hommes et les femmes. Alors après, moi, je suis plus prudente parce que je travaille sur des enquêtes électorales, et que quand on travaille sur des enquêtes électorales, on travaille sur du déclaratif, et que quand on interroge les gens, ils nous déclarent quand même que ce qu'ils veulent, d'accord ? Donc moi, je dis, est-ce que les femmes votent plus pour l'extrême droite aujourd'hui que par le passé ? Ou est-ce qu'elles le déclarent plus facilement parce que c'est devenu aussi une option plus fréquentable. Donc ça, c'est peut-être une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable différence. Seule différence qui tienne, c'est le vote Zemmour, où là, il reste quand même très, très genré, c'est-à-dire que là, les femmes votent massivement moins pour Éric Zemmour, mais bon, pour les raisons évidentes dont vous vous doutez, évidemment, parce que là, effectivement, les défenses féministes, on va dire, jouent encore un peu sur quand même un vote qui est très problématique de ce point de vue-là. Au-delà du sexe, moi je pense qu'il faut s'intéresser à d'autres choses, et notamment les conditions de travail. J'y reviendrai tout à l'heure. Les conditions de travail des femmes sont particulièrement dégradées, beaucoup plus que les hommes sur le marché du travail. Et là, il y a un nœud, à mon avis, aussi, pour avoir travaillé plus spécifiquement sur les électorats féminins, il y a vraiment quelque chose qu'il faut creuser, mais j'y reviendrai. Aux dernières élections, en tout cas, le Rassemblement national progresse dans toutes les catégories, les plus âgés, les plus jeunes. Mais on va y revenir, là encore, on fera de la distinction. Et puis, des catégories qui étaient jusque-là plus réticentes, les cadres, et notamment les cadres du privé, avec une distinction entre secteur public et secteur privé qui, là encore, reste quand même assez significative. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on déporte le regard pour essayer de comprendre ce qui se passe ? Parce que quand même, bon, c'est bien beau, mais à force de regarder, on pense que c'est ça le problème. Mais effectivement, le vote RN, il est problématique. Mais qu'est-ce qui se passe autour qui explique que ce vote aujourd'hui occupe cette place dans le champ politique ? Mais on va y venir. Donc, premier facteur, je vais commencer par l'abstention. D'accord ? Donc, le RN progresse, c'est ce que je disais, en captant des clientèles électorales qui étaient autrefois acquises à d'autres partis, et prioritairement quand même les partis de droite, de manière très significative, mais aussi dans cette frange devenue majoritaire des électeurs intermittents, c'est-à-dire de ces gens qui sont peut-être un peu moins socialisés à la politique. Quand même, on a presque 10 ans de recul sur un discours. Si on prend Emmanuel Macron, il est élu en 2017, il a ce discours, la droite, la gauche, ça n'existe plus. On va juste être pragmatique, on va tous travailler en bonne intelligence, puis ça va marcher tout seul. Ouais, enfin, sauf que le vote Macron, là c'est les travaux de Piketty, que vous avez peut-être vu, c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Donc moi je veux bien que la droite et la gauche ça n'existe plus, sauf que le vote Macron c'est un vote de droite quand même. Donc les classes sociales, elles ont encore un petit peu du sens, surtout quand on travaille du point de vue des électorats. Donc effectivement, ça recrute quand même dans les électorats de droite de manière très très nette. Pourquoi l'abstention ? Parce qu'il faut noter quand même aujourd'hui que les seniors votent presque 2 fois plus que les plus jeunes. Et ça quand même c'est significatif aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même ici une question qu'on travaille en sciences politiques, qui est la question de la déformation de la représentation. C'est-à-dire qu'on a une représentation nationale, c'est-à-dire des élus qui ne sont absolument pas à l'image de la population. Et on a notamment une surreprésentation des catégories les plus âgées parmi les élus, aussi des catégories blanches évidemment, des catégories bourgeoises, enfin voilà. Et donc vous avez tout un pan de la population qui ne se reconnaît pas aussi dans ces responsables politiques, particulièrement les jeunes qui sont massivement abstentionnistes. Il y a des élections, si vous prenez des élections secondaires comme des régionales ou des départementales, c'est 80% des 18-25 ans qui ne votent pas. Ça ne les intéresse pas, ils ne savent même pas que ces élections existent. Et moi, je suis à l'université, je fais travailler mes étudiants, ils sont en sciences politiques les miens, je les fais travailler sur les élections, je leur apprends qu'il y a des élections quand on travaille. Et ils sont en sciences politiques. Donc inutile de vous dire qu'ailleurs, dans les autres catégories de la population, questionnez un peu les jeunes autour de vous, les distinctions gauche, droite, etc., c'est quand même des choses dont ils sont parfois assez éloignés.
Donc ce vote, évidemment, des catégories les plus âgées, ce sont aussi des catégories qui vont aller vers ceux qui les sécurisent le plus, qui sont les plus inquiètes, qui vont aussi aller vers qui vont peut-être être plus sensibles à ces discours forcément plus dramatiques qui sont portés aussi par l'extrême droite. Donc ça, c'est sûr, l'abstention, on ne peut pas ne pas la regarder si on veut comprendre ce vote-là. Deuxièmement, un vote raciste. Je reviens sur ce qui a été dit. Pour celles et ceux qui choisissent ces formations d'extrême droite, on ne peut pas laisser de côté les ressorts racistes de ce vote, et on l'a fait trop longtemps. Et je pense que c'est effectivement une erreur. La première des responsabilités, et elle est complètement collective, c'est de laisser se développer les discours de l'extrême droite sans les relever, sans les contester, sans dire que non, il y a des choses qu'on ne dit pas en fait, qu'on ne s'autorise pas à dire dans un certain nombre d'espaces publics, et que effectivement, non, on n'est pas d'accord avec ça. Et là, il y a sans doute quelque chose qui a été un peu lâché, y compris par des responsables politiques aussi, qui localement se sont accommodés dans nos régions particulièrement d'un racisme ordinaire. Voilà, on sait très bien qu'on va aller caresser les clientèles électorales dans le sens du poil et que ça va être payant pour la prochaine élection. Et ça, là, il y a quand même une co-responsabilité qui est assez significative. C'est la raison pour laquelle le positionnement anti-raciste et antifasciste, tel qu'il a pu se mettre en place aussi l'année dernière. Et là, je fais référence au terrain localisé sur lequel je suis. Moi, je suis sur Avignon. On a la première circonscription d'Avignon qui a vu l'élection d'un député antifasciste soutenu par le Nouveau Front Populaire. Ce n'était pas gagné du tout. Nous, il y a 5 circos et il y en a 4 qui sont au RN. Donc celle d'Avignon, elle était sur le point de basculer. Et on nous a dit, mais c'est pas possible, de toute façon, ils vont gagner. Bon, la preuve, c'est qu'il y a quand même des électorats qui se remobilisent. Et quand il y a du danger fasciste, ça mobilise et ça mobilise les jeunes. Et pour le coup, je pense qu'il y a vraiment un créneau à investir de ce côté-là. Il faut arrêter, quoi. La droite et la gauche, c'est pas la même chose. Le fascisme, ça existe. Et le discours antifasciste, il est un moyen d'aller mobiliser les catégories les plus jeunes parce qu'elles sont plus attentives à ça, en fait, aussi parce que ça déconstruit des discours très rétrogrades aussi. De notre point de vue, on pourrait y revenir sur les femmes notamment. Donc, effectivement, ce positionnement, il est sans doute une manière de venir contrer cette extrême droite et il a été abandonné depuis longtemps. Donc, le choix d'extrême droite, c'est un choix raciste. Et en fait, les gens autour n'ont pas à valider que ce n'est pas un choix raciste. C'est-à-dire que, en fait, quand les gens vous disent « mais non, mais je vote extrême droite, je ne suis pas raciste », mais si, en fait. Si on vote pour ce parti, c'est que quelque part, on adhère à la différenciation, en fait, entre les populations. C'est qu'on est d'accord pour appliquer un programme social qui va être effectivement discriminant pour les catégories qui sont racisées. Donc, il est important, à mon avis, de repolitiser cette question du racisme pour la réintroduire, en fait, dans le débat public. Troisième élément, ne pas abandonner le qualificatif d'extrême droite. Et là, j'insiste là-dessus, parce qu'on est toujours en train de nous dire « mais arrêtez de parler d'extrême droite, c'est bon, c'est fini, ils ne sont plus à l'extrême, ils ne sont pas extrêmes ». Et vous allez voir, vous commencez alors, je ne sais pas si on va pouvoir encore continuer à écouter France Inter, France Info, tout ça, là, je suis en train de glisser, mais d'une manière phénoménale. Et il y a des politiques, on nous dit qu'ils sont politistes, alors moi, je ne les connais pas, donc je me dis quand même, ça fait un petit moment que je suis dans le... Quand même, ces gens, ils sortent de nulle part, c'est des profs de droit recyclés, là, qui viennent expliquer qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de nostalgique de l'Algérie française. J'ai entendu ça sur France Info l'autre jour. Il n'y a pas de nostalgique de l'Algérie française, en fait, au Rassemblement national, qu'il faut arrêter, que tout ça, c'est fini, etc. Bon. Là-dessus, il ne faut pas lâcher. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, elle a une histoire. Et il y a des historiens qui la documentent quand même de manière très importante. Bon, les ligues fascistes, l'Action française, Vichy, l'OAS, Occident, c'est quand même à l'origine de la création de ce parti. Elle a un programme, l'extrême droite. Et le programme du RN, il n'a pas bougé. De Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen aujourd'hui, le programme n'a pas bougé. Alors on a un peu dépoussiéré, oui. Il y a quelques petits trucs. Et puis dans la communication politique, on fait penser qu'on est un peu plus moderne. Mais si vous allez regarder les propositions de Marine Le Pen, elles n'ont pas bougé. Elle se présente comme une femme qui défend l'intérêt des femmes, par exemple, avec un discours très féministe, très ouvert, moderne, etc. Allez regarder son programme de 2017. Moi, j'avais travaillé dessus. Il y a une fois le mot femme dans le programme. Et c'est pour protéger les femmes de l'islamisme radical. C'est la seule allusion qui est faite aux femmes. Aucune mesure sur l'égalité salariale, aucune mesure sur rien du tout. Donc, il y a vraiment quelque chose de ce point de vue-là. Il faut dire de manière programmatique, il n'y a rien qui a changé. Ça reste un programme d'extrême droite. Il y a une grille raciale, en fait, dans ce programme, qui est appliquée à toutes les mesures que le Rassemblement national propose, en fait, de mettre en place en France. Elle s'incarne aussi dans des personnes, cette extrême droite aujourd'hui.
et quand même collaborationnistes, néo-nazis, leurs successeurs, qui ne s'en cachent pas, parce qu'en fait, ils ne s'en cachent pas. Hein, je veux dire, c'est très très net. Et si vous regardez aujourd'hui les groupuscules qui gravitent autour de l'extrême droite, tous ceux que l'on range dans cette catégorie des soutiens, en fait, qui sont là pour animer un petit peu voilà, l'offensive culturelle, hein, parce que c'est ce qui se joue sur les réseaux. Si vous prenez les masculinistes, c'est ce qui va se jouer dans les espaces de la métapolitique, tout le champ culturel, là où on a des écrivains là, qui viennent expliquer que finalement, pareil, il y a des idées qui peuvent être diffusées. Tout ça, ça participe en fait à consolider en fait cette identité d'extrême droite, et il est très important à mon avis de ne pas laisser ça de côté. Et puis ils y font clairement référence. Hein. Je veux dire, Giorgia Meloni en Italie, elle a repris les symboles de Mussolini, elle a repris, enfin voilà, c'est un parti fasciste et elle l'assume. Pourquoi les autres formations politiques, pourquoi le reste du champ médiatique s'évertue à dire qu'ils ne sont pas d'extrême droite? Donc moi je pense que voilà, il faut maintenir cette distinction. Et puis sur les réseaux, parce que les jeunes y sont beaucoup aussi, il y a quand même une fachosphère qui se développe, une réinfosphère où vous avez de la désinformation qui circule de manière très significative, et il faut de l'offensive en fait face à ça. Et il faut déconstruire ces... Alors il y a de la résistance, il ne faut pas... Voilà, ils crient plus fort que les autres quand même. Faut quand même garder ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus visibles, ils se sentent forts aujourd'hui, ils font beaucoup de bruit en fait, particulièrement sur les réseaux, parce qu'en fait ils ont investi aussi ces réseaux beaucoup plus tôt que les autres formations. Pour la bonne et simple raison qu'au départ, le FN il était interdit de médias traditionnels. Donc dès 1996, le FN il a un site. Il est un des premiers partis politiques à avoir un site internet. Et il est un des premiers à investir ce... Donc vous avez beaucoup d'activistes, mais pas tant que ça en fait. Et vous avez des activistes qui parlent très très fort, qui font beaucoup de bruit et qui ont des relais dans un certain nombre d'espaces. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas en fait lâcher. Donc ça veut dire que le combat il est quand même politique, si vous regardez les choses. Que ce soit sur le racisme, que ce soit sur l'extrême droite, il faut absolument remettre en place les repères politiques. Arrêter de dire que tout se vaut, arrêter de dire que c'est la même chose, de dire ceci ou de dire cela. Je pense qu'il ne faut pas minimiser non plus la responsabilité des partis politiques. Parce que les ressorts racistes sur lesquels s'accroche le Rassemblement national, effectivement, c'est en fait, ils s'appuient sur une société qui est structurellement raciste et dans laquelle on a aussi des partis politiques qui surfent et qui jouent très largement aussi sur ces ressorts-là d'une certaine manière. Il y a une responsabilité collective de toutes les formations politiques, au premier rang desquelles la gauche. Et je pense que là, effectivement, il va quand même falloir à un moment donné aussi faire un petit retour critique sur un certain nombre de choses. Alors là, je renvoie aux travaux notamment de Daniel Gaxi, qui est un politiste, qui a travaillé sur ces questions-là, mais il explique très très bien comment la gauche, dès le début des années 80, et notamment avec le plan acier Mitterrand en 84, qui avait déclenché de très grosses grèves dans la métallurgie, comment la gauche n'a pas su traiter la question raciale, couplée à la question sociale, et qu'elle a largement participé aussi à la division des classes populaires. Et cette division racialisée, en fait, des classes populaires. Donc là, il y a quand même la question de l'immigration, et du traitement de la question de l'immigration, et du traitement de la question des salariés issus de l'immigration, qui doit être réinvesti par la gauche de manière très nette. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu passer le documentaire de Joseph Paris qui s'appelle Le Repli, mais je vous invite à aller regarder ce documentaire. Il montre très très bien comment le problème va se poser pour la gauche, en fait, à partir du moment où les élites comprennent que les travailleurs immigrés qui sont venus en France, ils ne vont pas repartir et ils demandent des droits comme les autres, quoi. Et à un moment donné, il faut arriver à traiter de manière évidemment mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent, cette question-là. Donc il faut la réintroduire dans les programmes de gauche, la question raciale. Et il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas et comme si elle n'était pas un souci aujourd'hui. 84, c'est le moment où s'amorce la croissance du RN. C'est le moment où l'abstention démarre. En fait, la croissance de l'abstention, elle va de 83 à l'année dernière. Et elle est constante sur tous les scrutins, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux. Donc il y a quand même un décrochage d'une partie des classes populaires qui, pour une partie, vont se réfugier dans l'abstention et pour certaines, effectivement, vont aller soutenir le Rassemblement national. Mais les classes populaires, elles n'étaient pas toutes à gauche non plus. Il y a une espèce de mythe comme quoi tous les ouvriers votaient PC, mais c'est pas vrai. Des ouvriers qui votaient à droite, il y en avait, une droite populaire, elle est là. C'est la droite qui a activé Sarkozy en 2007 sur le travailler plus pour gagner plus. Il y a une partie des classes populaires qui sont effectivement positionnées à droite.
elles vont être sensibles à ce discours du Rassemblement national qui va venir gratter sur une droite qui n'arrive plus en fait à donner du sens non plus à cette question du travail. Et c'est là-dessus que Sarkozy a grignoté l'électorat du RN en 2007, de manière très ponctuelle, puisque derrière, ils sont revenus un peu plus forts en fait. Mais en tout cas, c'est sur ce terrain-là, effectivement, que les choses sont faites. Après, du côté de la gauche, effectivement, il faut que la gauche prenne en charge ce discours antiraciste post-colonial. Et il faut que et là, les travaux récents, notamment de Pierre-Nicolas Baudot, qui travaille sur les réticences d'un parti comme le Parti socialiste à prendre en charge cette question, voilà, ça fait que, enfin, on pourra discuter de qui est à gauche. C'est pas, bon, si on considère que le Parti socialiste est toujours à gauche, effectivement, on peut poser la question de savoir s'il ne doit pas prendre en compte en fait, cette question de l'antiracisme dans la dimension postcoloniale. Parce que quand même, dans le documentaire dont je vous parlais, de Joseph Paris, il montre très très bien comment on en arrive à la déchéance de nationalité avec Hollande, quoi. Et là, on franchit quand même une barrière. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire comme si l'ascension, la croissance de Marine Le Pen, la non-qualification de Fillon et cette question-là portée par la gauche socialiste n'impactent pas en fait les fractions à l'intérieur des classes populaires. Donc ça, c'est évidemment essentiel de bien le comprendre. Et puis, on est quand même aussi dans une gauche qui a validé espèce d'état d'urgence permanent suite aux attentats, etc. On peut avancer des tas de bonnes raisons, mais il n'empêche quand même qu'on est dans un moment où il y a des formes on va dire de répression quand même des mouvements sociaux qui démarrent aussi avec la gauche et pas seulement avec le macronisme. Alors ça s'est largement intensifié, mais ça a été amorcé aussi par une gauche de gouvernement. Bon, pour ce qui est de la droite, vous l'avez compris, la question des alliances entre la droite et l'extrême droite, elle s'est toujours posée. Mais enfin, rappelons-nous, si on prend le RPR, au RPR, il y avait des gens comme Pasqua. Il ne fallait pas grand-chose quand même pour que Pasqua il aille soutenir l'extrême droite. Mais à l'époque, on avait une droite qui tenait quand même, qui arrivait à tenir. Et moi, j'ai tendance à dire, l'extrême droite, ce n'est pas un problème de la gauche. C'est un problème de la droite. C'est toujours la gauche qui va se mobiliser pour essayer de sauver les meubles entre deux tours. Mais en fait, c'est à la droite de tenir cette extrême droite. Alors, soit à l'intérieur, soit de la rejeter à l'extérieur. Et là, il y a une responsabilité évidemment très forte de responsables politiques, alors aujourd'hui on en a pléthore évidemment, mais qui ont complètement lâché là-dessus. Et je veux dire, une droite qui fait 4%, parce que c'est quand même ça, quoi. Je veux dire, Valérie Pécresse, elle fait 4% en 2022. Les électeurs de la droite, ils n'ont pas disparu. Et ils votent. Et moi, pour travailler sur les bureaux de vote à Avignon, par exemple, quand on regarde les bureaux de centre-ville, qui étaient les bureaux de vote qui étaient les plus favorables, en fait, à la droite républicaine traditionnelle, ceux-là, ils ont basculé complètement. Donc on est sur des... Encore une fois, pour déconstruire le mythe d'un électorat RN qui serait populaire, on est sur des catégories plutôt favorisées, qui aujourd'hui sont en train de se convertir à ce vote-là. Et ça, c'est à mon avis beaucoup plus inquiétant, parce que là, on est sur des catégories qui effectivement vont voter. Ça a joué, et puis la candidature Zemmour en 2022, elle a beaucoup joué aussi. C'est-à-dire la candidature Zemmour, elle a quand même contribué à faire penser que Marine Le Pen était fréquentable, d'accord ? Expliquant qu'elle était presque à gauche, à côté de Zemmour. Et Zemmour, il avait cette clientèle très, on va dire, de cette droite très traditionnaliste qui soutenait Fillon, autour d'associations comme Sens commun, etc. On est quand même sur les franges très traditionnalistes de la droite. Et celles-ci, elles ont voté Zemmour en 2022. Et le vote Zemmour de 2022 de ces catégories-là, ça a fait sauter le verrou d'une partie des électeurs de droite qui se sont autorisés à voter Marine Le Pen au deuxième tour. Il l'avait sans doute jamais fait jusque-là, mais le fait d'être allé sur le vote Zemmour au premier tour, du coup, ça a libéré le vote Marine Le Pen au deuxième. Donc là, il y a quelque chose qui s'est joué de ce point de vue qui est quand même assez significatif. En tout cas, quand on travaille sur les bureaux, à l'échelle des bureaux de vote, c'est quelque chose qu'on voit de manière très très nette. Et puis après, autre responsabilité évidemment, le centre, ou le ni gauche ni droite, ou l'extrême centre, pour reprendre l'expression de Pierre Sarnat, historien, dont l'entreprise Macron aujourd'hui, alors l'entreprise Macron, c'est les politistes qui l'ont appelé comme ça dans 2 ouvrages qui ont été publiés sur l'électorat macroniste. Mais effectivement, il y a une partie de responsabilité de ce centre-là qui, à un moment donné, parce qu'il ne veut pas avoir la gauche comme adversaire, préfère s'allier avec l'extrême droite, parce que c'est ça qui est en train de se jouer de manière très très nette. Donc ça veut dire qu'autant à gauche qu'à droite, qu'au centre, en fait, on a des acteurs du jeu politique qui ont intérêt à une alliance, intérêt à ce que l'extrême droite aujourd'hui occupe la place qu'elle occupe dans le champ politique. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant, en fait. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut arrêter de regarder
que l'extrême droite. Parce que très franchement, alors j'ai des collègues politistes, notamment Patrick Leheng et Bernard Pudal, qui doivent sortir un ouvrage sur le RN, ils disent c'est un parti de losers, c'est un parti aubaine le RN. Et ça devient un parti aubaine pour une partie de la classe politique de droite qui se reconvertit au RN. Pour une partie des conseillers politiques qui vont se reconvertir au RN, des assistants parlementaires qui n'ont plus de députés et qui vont aller facilement être assistants parlementaires au RN. Et là, ça veut dire qu'il y a une professionnalisation très forte de toute une partie de la classe politique qui aujourd'hui a ses intérêts professionnels à l'extrême droite. Et ça, évidemment, c'est ce qui, à mon avis, est beaucoup plus significatif dans les évolutions contemporaines. Donc ça, c'est évidemment cet extrême centre, il n'a pas de retenue dans l'alliance avec l'extrême droite, vous l'avez vu. Effectivement, on est sur des discours qui tendent à faire penser que finalement, ce n'est pas si grave. Et puis, le centre s'accommodera bien d'une extrême droite autoritaire. À partir du moment où vous ne voulez pas sortir d'un système néolibéral dont on mesure les limites, écologiques de ce système, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir continuer d'augmenter la productivité puisqu'il n'y a plus de ressources sur la planète, elles vont être épuisées. Et puis vous avez des tas de peuples qui se sont laissés exploiter pendant des siècles, qui ont dit aujourd'hui non, c'est fini, on va arrêter. Donc à partir du moment où vous ne pourrez pas augmenter cette productivité, il va falloir commencer à être beaucoup plus dur sur les travailleurs et sur les travailleurs français. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se jouer. Vous avez, je crois, 13 manifestations contre la réforme des retraites et un régime qui ne bouge pas, quoi. Et qui fait passer cette réforme sans problème. On a encore un budget là qui va être voté et ce sont encore les politiques sociales qui sont très largement impactées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait le choix vraiment d'affaiblir le travail, d'affaiblir le travailleur, parce que c'est la seule manière pour le système néolibéral de continuer à dégager des marges, en fait. Et donc, on en est là. Et là, il y a vraiment un intérêt de ce centre-là, qui effectivement est néolibéral dans son orientation, de privilégier l'extrême droite plutôt que d'avoir comme adversaire une gauche qui va lui opposer peut-être des mesures davantage sociales. Donc la responsabilité politique, elle est collective. Elle est partagée par l'ensemble des formations et elle est aussi très largement liée aux politiques publiques qui ont été menées depuis des années et de manière assez indifférente par la gauche et par la droite. Donc s'il y a peut-être des pistes, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est d'essayer de réinvestir programmatiquement la question du travail. Et tant que les partis de résistance à l'extrême droite ne placeront pas cette question du travail au cœur de leurs préoccupations, ne feront pas des offres en fait, alternatives sur cette question du travail, on n'arrivera pas en fait, à lutter contre cette tendance qu'ont les gens qui se sentent aujourd'hui défavorisés sur le marché du travail de se rapprocher de l'extrême droite par dépit. Parce qu'en fait, ils ne croient pas que ça va améliorer leur situation. Ils pensent juste qu'on va leur accorder des droits à eux plutôt qu'aux autres, en fait. C'est ce mécanisme-là qui se met en place. Donc, c'est une constante, en fait, des enquêtes qualitatives par entretien. Et là, les travaux que j'ai menés, mais que mènent d'autres collègues, je pense à Benoît Coquart, Céline Braconnier, Nona Meyer, qui ont travaillé sur les catégories les plus précarisées, c'est qu'il y a une centralité du travail dans les préoccupations des citoyens de manière très forte. Le fait de travailler aujourd'hui, c'est un facteur de distinction qui est menacé du fait de la pression fiscale, du fait du niveau trop bas des salaires, du fait de situations d'emploi précaires, du fait de petits boulots, du fait de travail au noir qui viennent concurrencer aussi les salaires les plus bas. Donc en fait, on est dans un moment où le travail est le nœud, en fait, devrait être le nœud des programmes politiques. Parce que la distinction entre ceux qui travaillent et ceux qui profitent des aides sociales, c'est ce qu'on retrouve le plus dans le discours des électeurs et des électrices du Rassemblement national quand on va les interroger. En fait, ça sert de facteur de distinction en transportant une coloration raciste, très très nette, puisqu'effectivement on va se distinguer des autres catégories, c'est-à-dire les blancs contre les autres, qui est reprise dans l'ensemble du champ politique aujourd'hui. C'est ça qui reste quand même assez dramatique. Alors qu'est-ce que ça produit du point de vue du rapport des citoyens à l'État? Parce que en fait c'est ça qui se joue aussi. C'est quel est le rapport des citoyens au public, à l'État dans sa dimension de défense du public. C'est qu'il y a une critique très forte de l'État-providence dans les entretiens qu'on fait avec les électeurs et les électrices du Rassemblement national. Il y a cette idée qu'on paye trop, donc trop d'impôts, pour en fait un système de redistribution qui ne leur profite pas. Donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière systématique. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des gens qui vont faire le choix du privé sur un certain nombre de services. Alors, je vais prendre celui que je connais le mieux, c'est-à-dire l'enseignement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des tas de gens qui, pour se protéger des écoles publiques qui sont
sous-financée. Parce que c'est, en fait, la misère de l'école publique, elle existe, hein, mais elle est très largement le fait des politiques publiques qui sont menées depuis des décennies et qu'elles soient menées et par la droite et par la gauche. Donc on se retrouve dans une situation où cette école publique est complètement délaissée et vous avez des catégories qui ont tout juste un peu d'argent pour mettre leurs enfants dans le privé et ils ont le sentiment qu'ils payent des impôts pour des établissements publics dans lesquels il n'y a que des Arabes, hein, on va dire les choses clairement, et eux, ils sont obligés d'aller mettre leurs enfants dans le privé, seulement c'est trop cher pour eux, parce qu'ils appartiennent quand même à ces classes moyennes, c'est pas non plus des nantis, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui payent des impôts, et c'est des gens qui se retrouvent dans cette situation à devoir se tourner vers le privé par dépit, parce qu'ils le font souvent par dépit. Ils préféraient mettre leurs enfants dans le public, mais ils ont l'impression que le public n'est aussi plus pour eux, en fait. Voilà. Il y a cette idée que finalement, on n'a plus recours au public. Et donc, ça rend leur situation sociale peu supportable, et donc ils sont très en colère, en fait. Et c'est ça, hein, c'est cette colère que capitalise en fait le Rassemblement national. Les politiques néolibérales, hein, qui ont été indifféremment endossées par la droite et la gauche de gouvernement, contribuent en fait à fragiliser les plus précaires. Donc, elles ont ce double effet, c'est que non seulement elles fragilisent les plus précaires, qui n'ont pas d'autre choix que de survivre, dans des formes de travail ou dans des formes d'existence qui sont problématiques. Et ces catégories précaires, elles le côtoient, ces classes moyennes. Donc quand on vous dit, mais oui, mais regardez, ils font rien, ou voilà, ils travaillent pas, c'est pas fantasmé en fait. C'est-à-dire que la misère sociale, elle se voit. Et elle se voit et elle est incarnée de plus en plus par des catégories racisées. Et donc vous avez cette classe moyenne qui veut s'en distinguer. Et pour s'en distinguer, ça devient quoi aujourd'hui ? Ça va être le fait d'être blanc et puis finalement d'exprimer un vote presque positif de préférence nationale pour un parti comme le Rassemblement national. Donc effectivement, et Félicien Faury utilise ce terme qui est tout à fait intéressant, hein, les électeurs et électrices qui votent pour le RN, c'est des dominants dominés. C'est-à-dire des gens qui, pendant longtemps, avaient le sentiment qu'ils étaient en ascension ou qu'ils progressaient ou que leur situation allait être meilleure, effectivement, que leurs parents et qui, aujourd'hui, se retrouvent sur le seuil des difficultés sociales. Ils ont l'impression de devoir mettre de l'argent dans des services qui devraient normalement leur revenir puisqu'ils payent des impôts. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils vont tomber dans cette précarité. Donc, on se retrouve dans cette situation, en fait, où il y a des chaînes d'équivalence comme ça qui se mettent en place, hein, Félicien le dit, où vous avez effectivement un assistanat. En fait, le public, c'est devenu l'assistanat, quoi. Et pour ne pas être un assisté, moi, je fais le choix, tant pis, je me saigne. Alors ça, c'est des choses qui reviennent. Je me saigne, j'ai pas l'argent, mais voilà, moi, aujourd'hui, je suis obligée, parce que l'État aide les catégories immigrées, je suis obligée d'aller dans le privé. Donc, on a effectivement un État qui abandonne les personnes les plus en difficulté, parce qu'aujourd'hui, il y a une criminalisation de la pauvreté, hein, vous le voyez très très bien, on diminue tous les minima sociaux, les gens qui n'y arrivent pas, il y a les premiers de cordée puis il y a les autres, hein, et puis ceux qui n'y arrivent pas c'est de leur faute de toute façon, et on a un système de redistribution aujourd'hui qui fait que vous avez des catégories entières, hein, qui sont complètement précarisées, qui développent de l'insécurité, qui développent de la délinquance, évidemment, parce que les gens, il faut qu'ils survivent, et que pour survivre, oui, il y a de l'économie parallèle qui se met en place, oui, il y a des gens qui s'auto-organisent dans un certain nombre de quartiers. Si je prends la ville d'Avignon, je ne comprends pas, mais on prend la ville d'Avignon, on a un taux de pauvreté, parce qu'on croit qu'Avignon, c'est la ville du festival, quoi. Mais Avignon, c'est 30% de taux de pauvreté. Donc c'est 2 fois la moyenne nationale, hein, c'est 15% au niveau national. Donc c'est déjà ça, Avignon, 2 fois le taux de pauvreté national. Les quartiers politiques de la ville, les quartiers les plus en difficulté, c'est jusqu'à 62% de taux de pauvreté dans ces quartiers. Et c'est des quartiers qui s'abstiennent à 80%. Donc, on va pouvoir nous expliquer qu'effectivement, c'est les pauvres et les précaires qui votent pour le RN, mais pas du tout, en fait. Ces catégories-là, elles sont hors la cité, en fait. Elles se débrouillent, elles s'auto-organisent, elles ne comptent plus, en fait, sur l'État. Donc, en fait, on a aujourd'hui un État qui sert les intérêts du privé, quoi. Si vous prenez, alors je prends mon exemple, mais parce que ça devient insupportable, mais la plateforme Parcoursup, qui stresse tout le monde, les parents, les enfants, des jeunes qui viennent d'avoir le bac, normalement c'est le plus bel été de leur vie, vous venez de passer votre bac, vous devez être tranquille, vous inscrivez où vous voulez et vous allez faire des études dans le domaine qui vous plaît. Non, c'est du stress permanent pour savoir s'ils vont être pris. On les précarise pour qu'ils s'habituent à cette situation de précarisation. Moi j'ai une licence de sciences politiques à Avignon, 2200 candidats j'ai, pour 100 places en première année. Alors on va m'expliquer, mais non, mais ils candidatent partout, il y a de la place. Mais où il y a de la place ? J'en ai appelé 900, moi. Je sais qu'il y en a 1200 que je n'ai pas appelés. Dans les 1200 que je n'ai pas appelés, ce n'est pas les meilleurs. Hein.
Parce que Parcoursup, ça classe par notes. Faut arrêter de croire que les profs, ils ont le temps d'aller lire 2200 lettres de motivation. C'est pas vrai, en fait. Personne lit les lettres de motivation de Parcoursup. Arrêtez de croire à ce rêve. D'abord, on ne les lit pas parce que c'est l'IA qui les rédige. Ou les parents. Et que donc ça favorise encore les catégories les plus favorisées, qui ont les moyens dans leur entourage d'avoir des gens qui les aident, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne les lit pas. Donc voilà, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, et vous avez des panneaux de 4 sur 3 dans le métro qui dit « Parcoursup vous a refusé, venez chez nous ». Et des écoles privées qui font la promotion de leur formation. Donc on a un État qui se tire une balle dans le pied, qui délaisse complètement les catégories les plus précarisées et qui frustre les classes moyennes. Et qui en fait ne sert que les intérêts du privé. Donc après, on peut dire c'est la faute aux mauvais électeurs qui votent RN, hein, ou c'est la faute aux mauvais électeurs qui ne votent pas. Mais en fait, peut-être aussi qu'il faudrait arriver à remettre dans le jeu politique ces catégories qui s'en éloignent de manière très très nette. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la concurrence entre les catégories de la population, évidemment, qui fait qu'on va regarder l'autre en situation de misère, d'accord? Et que finalement, cet autre qui n'a que les aides sociales pour subsister, ben on ne veut pas lui ressembler. Et donc, on veut s'en distinguer. Et donc, vous avez des catégories qui, aujourd'hui, et vous le voyez dans l'affirmation du vote RN aujourd'hui, les gens qui disent « oui, mais moi, je vote Rassemblement National, j'ai pas de problème, de toute façon, c'est un vote comme les autres, etc. » Comme s'il y avait une sorte de réaffirmation de la place que l'on occupe aussi dans la société. Bon, je crois que vous avez reçu, effectivement, Julien Talpin il y a quelques temps, mais il montre très, très bien, en fait, que ces catégories populaires dont on dit qu'elles ne s'intéressent pas à la politique, c'est pas vrai. Ces catégories populaires, elles sont intéressées. Elle voudrait juste, à un moment donné, avoir aussi une part dans la représentation nationale et ne pas subir une discrimination quotidienne du point de vue de l'emploi, du logement, de l'éducation, et qui existe. Ça rejoint la société raciste dont je parlais tout à l'heure. Donc, tant qu'il n'y aura pas de proposition alternative sur la question du travail, les formations d'extrême droite continueront à progresser. Et ça nécessite évidemment, vous l'aurez compris, de sortir du modèle néolibéral tel qu'il existe. Alors, pour terminer, parce que je ne sais pas depuis quand j'y suis, mais que faire? Vous comprenez bien que je n'ai pas de solution. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces mouvements d'extrême droite sont au sens littéral du terme réactionnaires. D'accord? C'est-à-dire qu'ils réagissent. Ils réagissent à des évolutions dont ils ont compris qu'elles étaient inéluctables. D'accord? Parce que vous pouvez avoir un Zemmour qui explique que les femmes, elles vont rentrer à la maison et elles vont aller faire 6 enfants. Il a quand même compris que ça va être compliqué. S'il s'intéresse un petit peu aux jeunes générations, il va voir que ça ne va pas être si simple. D'accord? Donc on a quand même là des formations qui sont en réaction face à des évolutions contemporaines, et ça signifie que c'est plutôt mieux que par le passé, en fait. C'est-à-dire que la société, elle est vraiment progressiste, en fait. C'est ça que je veux dire. Si vous connaissez les travaux de Vincent Tibéri, notamment, il le dit, il n'y a pas d'extrême droitisation de l'opinion publique. Il y a une droitisation de nos élites. Il ne dit pas extrême droitisation, mais moi je le dis, je n'ai pas de problème. Mais il dit il y a une droitisation de nos élites, mais il n'y a pas de droitisation de l'opinion publique. Toutes les enquêtes montrent que les gens sont plus ouverts, sont plus progressistes sur le droit des minorités, sont plus progressistes sur la question du racisme, sont plus progressistes sur tout un tas de sujets. En fait, c'est les catégories qui votent aujourd'hui qui sont réactionnaires. Donc l'enjeu de la remobilisation des abstentionnistes, elle est centrale. Et si les partis qui s'opposent à l'extrême droite ne font pas ce travail de remobilisation, qui ne se fait pas dans les 15 jours d'une campagne électorale, évidemment qu'on ne va pas voir les gens au dernier moment pour leur dire qu'il faut aller voter. Non, on construit de l'intermédiation, on travaille avec des collectifs comme les collectifs qui sont créés, pour essayer de refaire du lien aussi autour de la question politique. Donc ça, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils sont réactionnaires. La mauvaise, c'est que la réaction risque d'être violente. Et que là, ils ont compris que ça résiste beaucoup et que voilà, donc on va peut-être avoir une période qui ne va pas être très évidente parce qu'on voit bien que l'autoritarisme monte, on voit bien que les réactions sont beaucoup plus brutales, y compris du pouvoir en place, sur un certain nombre de mobilisations sociales. Donc évidemment, l'extrême droite est une menace pour notre démocratie dans sa forme actuelle et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais aujourd'hui, elle a qu'à se baisser pour ramasser ce que toutes les autres formations politiques ont saccagé, Donc il y a aussi une prise de conscience à avoir par rapport à tout ça. Et ce n'est pas tout à fait un hasard quand même si les démonstrations les plus spectaculaires de cette extrême droite, elles ont lieu notamment aux États-Unis.
Je veux dire, on est quand même sur un pays qui est le champion de l'exploitation des autres peuples, d'accord, qui est le champion d'un capitalisme et qui nous dit non mais il n'y a pas de problème, les ressources seront toujours là, bon, contre l'avis de tous les spécialistes. Et puis tout ça, ça s'organise autour d'un boys club masculiniste là, où vous avez que des gars qui expliquent qu'en fait la domination du monde, c'est eux, quoi. Donc c'est pas tout à fait un hasard aussi si la dimension la plus caricaturale, elle est aussi dans ce pays-là. Alors je dis pas qu'elle est pas dangereuse, hein, je suis pas en train de dire ça, c'est-à-dire c'est pas un clown, hein. Ce sont pas des clowns en fait. Mais voilà, il faut vraiment pas. Et je ne sais pas si vous avez vu le dernier essai qui est sorti de Hugues Jalon, Le temps des salauds, là. Hein, il reprend cette phrase qu'il attribue à Bernanos. Hein, le fascisme, ça commence avec les fous, ça s'installe avec les salauds et ça se poursuit avec les cons. Voilà. Donc on est dans ce moment, et lui il dit on est dans le temps des salauds, là, en ce moment. De tous ceux qui sont en train de se dire, bon, où je me positionne, où il est judicieux de me positionner pour défendre mes intérêts, en fait. Et face à ça, il n'y a que les mobilisations populaires qui peuvent être évidemment très très fortes, et on le voit, et ça marche, en fait. Mine de rien, l'année dernière, les élections, c'est déprimant de voir ce que notre président en a fait, mais les élections de l'année dernière, elles ont plutôt été positives du point de vue de la possible remobilisation de catégories. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas abandonner ce créneau-là pour essayer justement de contrer cette extrême droite. Et, autre bonne nouvelle, la résistance, elle vient des jeunes. Les premières enquêtes, là, alors là, on va essayer d'approfondir là, sur les élections qui viennent, hein, mais les premières enquêtes qui ont été menées notamment sur les européennes et législatives de l'année dernière montrent que quand même sur les très très jeunes, et la résistance vient des filles. Chez les très très jeunes, on recommence à avoir ce qu'on appelle un gender gap, c'est-à-dire un vote différentiel des filles pour les formations progressistes et plutôt des hommes pour les formations plutôt réactionnaires. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle du point de vue de l'avenir du couple dans notre société, mais en tout cas du point de vue de la résistance, il y a quelque chose qui se joue parce que les jeunes filles ont aussi compris que ce qui était en danger, c'était les droits acquis aussi de longue date sur dans un certain nombre de domaines. Donc, moralité, c'est la jeunesse la clé. Et si la jeunesse ne se réconcilie pas avec les partis politiques aujourd'hui, si les partis politiques ne vont pas vers cette jeunesse, s'ils ne font pas en sorte que des jeunes, des femmes, des personnes racisées et des moins de 50 ans soient en position éligible sur les différentes listes, et pas seulement, on ne brandit pas à un moment donné quelqu'un pour dire comme ça, mais regardez, nous on est dans la diversité. Non, on met les gens dans des circos où ils peuvent être élus et où on peut diversifier cette classe politique. Parce que sans ça, les partis sont morts. Et alors, par contre, n'attendez pas des partis qu'ils fassent, parce qu'ils ne le feront pas, ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de la promotion du personnel politique. Ça veut dire que c'est par les mouvements sociaux que ça doit bouger. Et les mouvements sociaux, il faut qu'ils tordent le bras des partis politiques. Il faut qu'il y ait à un moment donné, il y a des initiatives ailleurs, il faut regarder ce qui se fait, mais à un moment donné, il faut forcer la porte des partis et il faut leur expliquer que c'est plus comme ça que ça va se faire. Parce que sinon, si ça continue comme ça, très honnêtement, moi je ne fais pas partie des gens pessimistes. Jusqu'en 2017, j'ai dit non, l'extrême droite n'arrivera pas au pouvoir. Là, aujourd'hui, avec l'alliance objective de la droite telle qu'elle se dessine, s'il n'y a pas un vrai mouvement populaire en face, les prochaines élections, ça risque quand même d'être très compliqué. Voilà. Je ne voulais pas terminer là-dessus, mais du coup, je termine quand même là-dessus. Désolée.